Nous sommes les frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie. Jean-Marie l'aîné, Arnaud le cadet, et auteur-réalisateur. Notre dernier film s'appelle donc Tralala. Tralala, du nom d'un personnage incarné par Mathieu Amalric. Tralala a des difficultés à Paris. Il chante dans les rues et on sent que sa vie artistique, mais sa vie tout court ne tient plus qu'à un fil fragile. Mais un soir, près de la gare Montparnasse, il rencontre une jeune femme, toute vêtue de bleu, qui s'intéresse à lui, à ce qu'il chante et surtout, elle lui dit « Surtout, ne soyez pas vous-même ». Et puis elle disparaît. Et Tralala se met en tête qu'il a peut-être vu la Sainte Vierge, une sorte d'apparition. Et donc, il se met en tête de la retrouver. Il part à Lourdes en quête de la fille en bleu. Et à Lourdes, très vite, il lui arrive une drôle de chose, c'est que là-bas, il y a une dame qui se penche sur le lit où il a pu trouver refuge, dans un hôtel déserté. Et cette dame lui dit croit reconnaître en lui son fils Pat, disparu 20 ans auparavant. Tralala dit oui, donc fort de la phrase de la fille en bleu, Tralala dit oui, et il va se retrouver tout d'un coup à découvrir une famille qui le prend pour ce Pat qui a disparu 20 ans auparavant, et lui va se découvrir de plus en plus d'affinité avec ce Pat. Et donc il va à la fois se rapprocher de ce Pat, et à la fois trouver en lui quelque chose qu'il n'a jamais découvert, une sorte de génie. Voilà. On s'arrête là, parce que l'aventure continue un peu plus dans le film. C'est évidemment une très vieille idée. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui disaient ça, soit avec terreur, soit avec envie, soit avec on le fera jamais. Dans Un homme vrai, il y avait déjà pas mal de moments enchantés avec Mathieu Amalric et Hélène Filière. C'était déjà à l'époque des chansons écrites et mises en musique par Philippe Catherine. Et vraiment, depuis ce moment-là, on s'était toujours dit, on refera ça vraiment une fois. Et toujours avec Philippe Catherine. C'était vraiment notre complice là-dessus. Voilà, parce qu'à la fois, il savait faire de très jolies mélodies sans être grandiloquent et des choses avec des récits. Voilà, l'esprit, c'était Catherine. Et là, que s'est-il passé? Un producteur nous a pris au mot et nous a dit bon ben on va arrêter de le rêver, allons-y. Déjà aller demander à Philippe Catherine s'il est ok pour avec vous concevoir une comédie musicale. Je trouve que Philippe a dit oui et ça a vraiment enclenché le projet. Après, ça a été un peu plus compliqué, comme toujours les histoires de cinéma. Philippe a sorti son disque en même temps. Bref, il n'a pas pu faire tout ce qu'on lui avait demandé, à la fois jouer dans le film, composer toutes les musiques. Donc, c'est comme ça que Mathieu Amalric s'est mis dans les pas de Philippe. En même temps, comme on vient de le dire, il y avait l'histoire d'un disparu. Donc, au fond, c'était une manière de dire, bon, ben, le disparu, c'est Philippe Catherine, mais il est quand même toujours là. C'est lui qui a écrit les mélodies pour Tralala. Et puis, on avait une idée de toute façon depuis le début aussi, c'était de faire intervenir plusieurs auteurs-compositeurs, dont Bertrand Belin, et puis ils se sont adjoints Jeanne Chéral, Étienne Dao, Dominique Hade. On avait l'idée de chanteurs-compositeurs qui s'occuperaient chacun d'un personnage. On aimait beaucoup ça. Maïwen, par exemple, alors ça allait dans un sens ou l'autre. Par exemple, Maïwen, c'est elle qui nous a parlé d'Étienne Dao, avec qui elle avait passé des vacances. Je disais, je m'entends bien avec lui, peut-être qu'il serait prêt à m'écrire une ou deux chansons. Voilà. Et parfois, c'était l'inverse. On pensait, Bertrand Belin, c'était encore autre chose, puisqu'on pensait à lui, mais aussi comme acteur. Donc Bertrand s'est occupé de lui-même, si on peut dire. Mais nous c'est ce qu'on a suivi beaucoup comme ça. Ça fait longtemps qu'on le suivait, on l'a vu, on va dire, s'épanouir. Et on avait très envie qu'il joue aussi dans le film. On le suit dans ses concerts, on le suit. En fait, il se trouve que sa batteuse est une amie, Tatiana. Donc, effectivement, on est au courant de tout ce que fait Bertrand depuis des années. Et donc, on le suit de près, on peut dire. Voilà. Et puis, l'autre idée par rapport à la comédie musicale, on avait aussi toujours su que si on tournait une comédie musicale, ce serait à Lourdes, une ville dont nous sommes originaires. Jusqu'à l'année du bac. Enfin, on a passé notre bac
à Lourdes, enfin, on a été en terminale. Et donc, pour nous, par rapport à Jacques Demy, dont on est très fan, il y avait l'idée de la province, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg et Tralala de Lourdes. Enfin, il y avait un rapport de la comédie musicale et de la province très fort qu'on a toujours trouvé chez Demy. Et voilà, pour nous, il y avait une évidence à tourner là-bas, dans cette ville particulière, mais qu'on connaît de l'intérieur, qu'on connaît comme on a un rapport d'enfant à cette ville, quoi. Voilà. Nous, ça a été notre quotidien, quoi. Les magasins, la grotte. Oui, même le rapport à ce qu'on appelle les apparitions. Et la petite Bernadette, qui est une petite Lourdaise qui avait 14 ans à l'époque. Et pour les Lourdais, c'est au minimum ça l'histoire. C'est une jeune fille qui a vu et entendu quelque chose. C'est pas forcément religieux à Lourdes, cette histoire d'apparition. Je pense qu'elle était dans nos têtes oui, depuis un moment. Il y a eu une petite aventure de casting, c'est que quand Philippe Catherine a décliné la proposition, en tout cas celle d'acteur, alors d'abord on n'était pas si inquiet que ça, bizarrement. Et il y a eu une courte période où ça a été Damien Bonnard qui était envisagé. Donc tout le casting autour rajeunissait. Et Mélanie Thierry est arrivée dans cet espace-là des femmes un peu plus jeunes que ce qu'il devait y avoir autour de Philippe Catherine. Mais quand c'est Mathieu qui a remplacé et Damien Bonnard et Philippe Catherine, on a gardé en fait ce casting qui avait été fait autour de Damien Bonnard. C'est des gens avec qui on avait envie de travailler, donc la maman, il n'y en avait pas 36 qui pouvaient jouer des mères. Le problème, c'est que souvent les actrices veulent jouer un âge qu'elles n'ont pas vraiment, donc c'était compliqué de qui pouvait plutôt dans le elles jouent plus pas que leur âge, donc c'était un problème. C'est que Mathieu Amalric, qui jouait quand même plus jeune lui-même, enfin on avait quand même de mal à trouver quelqu'un. Et puis, non, mais Josiane, elle avait quelque chose de naturel. Franchement, elle nous faisait penser à notre propre maman. Il y avait quelque chose d'assez évident, hein, et on avait très envie qu'elle soit dans le film. Elle est plutôt son côté doux, d'ailleurs. C'est une femme douce. Par rapport à quand elle dit « tu es mon fils », il y avait quelque chose qu'on ne remettait pas en cause quand elle le disait. Il y avait une évidence, on la croit. Voilà. Josiane, quand elle dit quelque chose, on la croit. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'il y a quand même énormément de monde, des salles très pleines de gens normaux, disons, de public normal. Et ça, du coup, ça représente vraiment quand même les vraies premières projections publiques. Oui, voilà, clairement, le film se veut accessible. Donc, Angoulême, c'est le test. C'est intéressant de voir comment le film est reçu auprès du public. Je pense que c'est la particularité du film, c'est qu'on a travaillé avec des gens qui ne sont pas forcément des chanteurs très populaires, c'est même des chanteurs très pointus, on pourrait dire auteurs, mais le film et eux, on a tous travaillé à travailler sur une émotion, qu'est-ce que c'est que chanter. Donc on espère que cette manière-là est accessible et va toucher les gens. Ça, on y tenait beaucoup, y compris à la mise en scène et à l'écriture, qu'on ait la sensation, l'impression que c'est vraiment le personnage qui se met à chanter. C'est-à-dire pas tant que ce soit le film qui tout à coup à la comédie musicale. Je pense que si l'émotion est ressentie, elle vient aussi de là. C'est pas quelque chose qui vient d'en haut tout à coup, qui tombe sur le film. Ça vient vraiment des personnages. Du coup, les genres musicaux, c'est pas rédhibitoire quels qu'ils soient. Arnaud est à la caméra, il cadre, et moi je parle le premier aux acteurs, sachant qu'Arnaud peut rectifier ce que je dis en fonction de ce qui se passe à l'image. Et là, il se trouve que par exemple, on avait un jeune chef opérateur, Jonathan Riquebourg, dont on savait, on allait lui demander de faire des prises de vue à l'épaule parce qu'on s'est toujours refusé à faire des plans à l'épaule. Mais là, compte tenu de la rue, il y avait un côté documentaire que l'on tenait avant d'avoir accès aux séquences dites plus musicales, on va dire. Donc là, par exemple, on a laissé la caméra, c'est Jonathan qui était à la caméra, donc on était tous les deux derrière nos écrans avec une parole peut-être un peu différente, mais donc même ça, par exemple, ça évolue. Après, au montage,
Il y a notre monteuse, il se trouve que c'est aussi ma femme, par exemple. Donc, on est 3 et dans un rapport qui est différent et ça circule. Après, à partir du moment où c'est écrit à 2, dès le début, après, les choses, normalement, les grosses questions, normalement, on les a résolues avant d'arriver sur le plateau. Après, il y a de la mise en scène à faire, mais comment l'histoire doit avancer, normalement, on s'est déjà bien bagarré dessus pendant une année. Et normalement, on est plutôt complice ou même complémentaire, je dirais. Il se trouve que nous, on a été très liés à quelqu'un qui s'appelait Dominique Noguès, l'écrivain Dominique Noguès, qui a été un fervent défenseur et acteur de la francophonie par rapport à ce que c'est que la langue française, par rapport... Alors, il n'en parlait pas forcément, même lui, si quand même, lui, il en parlait en termes de colonisation. Il a même écrit un très joli livre qui s'appelle La colonisation douce, et que la langue, c'est le pays qu'on habite. Donc, nous, par rapport à la francophonie, je dirais que, justement, il faut prendre conscience qu'on n'habite pas que la France, on habite cette langue, et qu'il y a des îles, des continents, qu'il y a plein d'autres endroits dans le monde où ce pays existe, et de manière très différente et diverse. Donc, on est plutôt des francophones, j'allais dire, avertis par cet écrivain qui était Dominique Noguès et qui était un ami. On a adapté son livre, là, Les derniers jours du monde, mais vraiment, lui nous a, comment dire, c'est des prises de conscience, et c'est lui qui nous a fait prendre conscience de la francophonie, de qu'est-ce que ça pouvait être. Après, tout simplement, francophone n'est pas du tout pareil qu'anglophone. C'est-à-dire, quand on dit francophone, on dit, je ne sais pas quoi exactement, mais un petit truc en plus sur la culture et l'usage de la langue. Quand on dit anglophone, on dit juste qu'on parle l'anglais. Donc, on dirait que la francophonie, donc la langue française, porte quand même la littérature quand même. Hein,